Eh bien, salut à tous mes petits photons. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un petit peu technique. Et oui, et oui. Et je voudrais revenir avec vous sur ce codeur. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo où je vous demandais de l'aide. J'ai demandé de l'aide à ma communauté, à ma gentille communauté. Et j'ai été surpris parce que j'ai demandé de l'aide et je sais pas, une heure après, j'avais déjà quelques mails dans ma boîte, quelques commentaires. Et puis mon problème était déjà résolu. Donc je vais faire des petits remerciements avant de commencer la vidéo. Parce que YouTube, autant des fois, il y a vraiment des abrutis, mais alors c'est incroyable. Autant il y a une communauté, j'ai une communauté bienveillante, puis j'ai une communauté qui peut m'aider. Et donc voilà, je voudrais les remercier quand même, parce que il n'y a pas que du glandu et du ramier. Il y a aussi des bons gars et des gars surtout qui s'y connaissent. Donc merci à Jean-Philippe qui m'a envoyé un mail sur ma boîte, à Clotaire, Edengar, et puis mention spéciale pour Olivier, Olivier lui m'a carrément envoyé, il m'a fait un petit schéma, on a communiqué. C'est pas grand chose ce que j'ai demandé. Je demandais juste une confirmation sur ce petit schéma, pour rappel. Je vais essayer de bloquer l'exposition. Voilà, j'ai un codeur où tout simplement je me suis trompé dans la commande parce que je suis allé trop vite, j'ai pas choisi le bon matériel. Et puis je savais qu'on pouvait bidouiller avec des résistances de pull-up, pour pas parler technique. Je voulais pas le dire ce terme, ça m'énerve. Ça m'énerve ces termes tout anglais. Donc j'ai mis une résistance de pull-up, donc j'avais fait un petit schéma et je vous ai demandé si c'était bon ce que je faisais et si la valeur de ma résistance était bonne. Merde, je l'ai mis à l'envers, voilà. Et du coup, je suis pas mécontent de moi parce que finalement, mon petit schéma, il était pas faux, sauf la valeur de la résistance. Elle était pas bonne. On m'a plus conseillé de mettre ça. Des résistances de 2,2 kOhm, alors que moi j'étais parti entre 800 et 1 kOhm. Peut-être ça aurait marché, mais vaut mieux écouter les gens qui sachent. Donc j'ai écouté les gens qui sachent, et mention spéciale donc pour Olivier. Alors, et merci à tous ceux que j'ai oublié, parce que j'ai eu des commentaires, mais après la vidéo je l'ai supprimée, parce que finalement c'est une vidéo qui sert à rien, c'était juste pour demander de l'aide. Une fois qu'on m'a aidé, j'ai supprimé tout simplement, tout bonnement la vidéo. Voilà, donc mention spéciale, Olivier il m'a fait des jolis petits schémas, il m'a bien expliqué tout ça, donc c'était vraiment sympa. Donc, ça marche, ça fonctionne, c'est ça qui est bien. Donc voilà, merci à tous. Et alors, pour en revenir au codeur, donc, ce codeur, pourquoi que je vais m'en servir, puis pourquoi que c'est fait. Alors c'est un petit appareil qu'on peut utiliser en tachymètre. Par exemple, un tachymètre, c'est un appareil qui va compter le nombre de tours minutes, nombre de tours secondes, voilà, parce qu'il y a certaines machines tournantes où on a besoin de savoir la vitesse. Pourquoi pas faire de la surveillance de vitesse, de la survitesse. J'imagine par exemple une machine tournante qui produirait de l'électricité grâce à la force hydraulique. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, pour éviter l'emballement, on peut y adjoindre un tachymètre, raccordé évidemment mécaniquement à cette turbine, et puis on peut scruter tout le temps la vitesse de la turbine. Et en cas d'emballement, eh bien, on peut déclencher des actions. Puis aussi, on peut réguler la vitesse d'une turbine. Par exemple, si à un moment donné, on a notre colonne d'eau qui monte trop haut, une pression trop forte, eh bien, on peut, avec un bloc PID, faire de la régulation, ouvrir plus ou moins une vanne. Voilà, donc je ne vais pas divulgacher, mais c'est là-dessus que je travaille. Et puis, on peut aussi, avec un codeur comme celui-là, on peut très bien compter le nombre de pas qu'il fait quand il tourne. Alors ça, c'est un codeur qui fait 10 pas, c'est-à-dire 10 créneaux de château fort. Imaginez-vous des 1 et des 0, des 1 et des 0. Eh bien, à chaque tour, il fait 10 créneaux. Et il a deux pistes, c'est-à-dire qu'il a deux
créneaux différents, déphasés de 90 degrés. Et donc, eh bien, on peut calculer le positionnement, par exemple, d'un suiveur solaire. Puisque à chaque tour, on sait combien de pas il a fait. Eh bien, tous les tours, il aura fait 10, puis 20, puis 30. Donc, il compte à chaque fois. Puis, quand il revient dans l'autre sens, eh bien, il décompte et il retourne vers 0. Donc, il a 3 pistes. Une piste A, une piste B et une piste Z. La piste Z, c'est un incrément par tour. C'est avec ça qu'on fait du tachymètre, puisqu'à chaque tour, on a l'info qu'il a fait un tour. Et donc, après, on utilise un bloc avec un automate. C'est l'automate qui scrute et qui sait nous dire, eh bien, il a fait tant de tours à la seconde. Je vais vous montrer ça juste après. On va le faire tourner avec la visseuse. Alors, j'ai préparé un petit programme. C'est une ébauche, mais c'est une ébauche qui est déjà pas mal aboutie. Où, eh bien, on va voir le compteur tourner et puis on peut voir les actions qu'on peut faire avec ce codeur incrémental. Donc voilà. Et puis après, à la fin de la vidéo, je vous montre vite fait où j'en suis sur mon installation solaire, puisque normalement, je devrais recevoir la batterie. Donc voilà, ça commence à se réduire. Hein. Je suis plus près de la recevoir que de me la faire envoyer. Enfin, elle devrait arriver dans les semaines qui viennent. Donc c'est une batterie de 6 kWh. Donc je vais vous montrer où j'en suis, parce que j'ai mis un tableau, mais vite fait. Puis après, je ferai des vidéos dédiées là-dessus. Je vous montre vite fait le programme, comment il fonctionne avec le tachymètre. Donc je vous affiche à l'écran, de plus près l'écran, puisque je suis en train de capturer en même temps que je vous parle. Donc on va regarder un peu comment ça fonctionne. À l'écran ici, on a le temps de survitesse, parce que je suis parti sur une surveillance en temps. C'est-à-dire que si pendant 7 secondes je suis en survitesse, eh bien je vais déclencher la sortie qui est ici. Voilà, je vais me mettre en sécurité, on va dire. Ça, c'est la consigne de vitesse, donc là je suis à 10. Ça veut dire que si je dépasse 10 tours secondes pendant 7 secondes, eh bien je vais passer en survitesse. Et puis ça, c'est la vitesse, par exemple, de la turbine actuelle. Donc là, bon, on ne va pas aller très vite, hein, parce que c'est toute la simulation, mais ça fonctionne. Donc, pour vous expliquer, le bloc ici, lui, c'est le bloc tachymétrique. Voilà, donc c'est un bloc tachymétrique, c'est que du paramétrage. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que c'est du no-code, hein, les automates cruisaient. Et c'est assez puissant quand même. Donc là, je transforme le 32 en 16 bits, on s'en fout. Là, je compare en fait la consigne de vitesse qui arrive, hein, qui est donnée par ça. Et puis, non, la vitesse de la turbine qui est donnée par ça à la consigne de vitesse. Et si on dépasse, eh bien, je passe à 1 ici. Et je mesure le temps dans lequel on est passé à 1, c'est-à-dire ça fait combien de temps qu'on est en survitesse. Et au-delà de 7 secondes, eh bien, je déclenche cette fameuse erreur. Donc là, je fais de la surveillance en temps, mais je pourrais très bien surveiller par exemple en pourcentage de survitesse. Dire par exemple si je suis à 5% au-dessus de la vitesse désirée pendant tant de temps aussi, eh bien je coupe. Voilà. Enfin, on fait ce qu'on veut, mais c'est une ébauche quand même de programme. Et puis ensuite, ici on a le bloc PID qui par exemple lui, on peut imaginer que lui il reçoit la vitesse de la turbine, c'est-à-dire ce qui sort de là, il sait à combien tourne la turbine, il a une consigne de vitesse aussi, pourquoi pas 2000 tours minute, 1000 tours minute, on fait ce qu'on veut, et donc, eh bien, comme c'est un bloc PID, il va essayer de corriger l'erreur, et il va donner une consigne par exemple à une vanne, imaginez une vanne avec un boisseau, ou une vanne, une vanne sphérique, quelque chose qui vient limiter le débit, qui vient ce débit qui part dans notre turbine, eh bien on va pouvoir lui donner une consigne d'ouverture, c'est-à-dire tu t'ouvres à 1000, c'est à fond, puisqu'il faut que tu entraînes la turbine, et puis plus tu te rapproches des 1000 tours, eh bien plus tu fermes la vanne si tu sens que ça s'emballe. Donc on peut faire de la régulation en fait de vitesse de turbine. Voilà. Donc je vous montre vite fait comment ça marche. Vous voyez, là, voilà, j'entraîne mon codeur.
Voilà, donc là il me dit que je suis à 16 tours, à 15 tours par seconde. Et donc, eh bien, hop, j'ai déclenché ma survitesse parce que j'ai dépassé le temps de surveillance. Et donc maintenant, eh bien, on a cette sortie ici qui s'est activée et qui nous dit, eh bien, tu as fait de la survitesse. Donc on a mesuré, on a aussi essayé de réguler parce que si on regarde bien le bloc PID, vous voyez, enfin, il faut que j'arrive à entraîner l'axe. Le bloc PID, vous voyez qu'il régule. Là, on est à 500. Là, voilà, le bloc, en fait, il se met à réguler. Il essaye de tendre à ce qu'on arrive à la consigne de vitesse qui est 10. Voilà, enfin, j'essaye d'expliquer tout ça, c'est pas facile. Voilà, donc on peut faire plein de trucs avec ce petit appareil-là qui est bien pratique. Et puis, j'espère que tous ces projets vont aboutir. Ça serait génial. Je vous montre maintenant ce que ça donne dans l'armoire au niveau du raccordement des résistances pull-up. Alors là c'est du bricolage. Hein, j'ai mis les résistances pull-up ici. Voilà. Raccordées sur le 24 volts. Et puis là, on a les pistes. Hein. Orange, c'est la piste Z du codeur incrémental. Et puis A et B. Donc le Z, c'est le nombre de tours c'est l'incrément, un seul incrément par tour. Puis après, c'est 10 incréments par tour là, 10 incréments par tour là. Je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi, j'ai mis en dessous un bloc compteur décompteur. Donc en fait, je peux vous le montrer aussi. Voilà, on voit que quand on tourne dans un sens, eh bien on compte. Et puis quand on tourne dans l'autre sens, eh bien on décompte. Et tout ça, c'est raccordé à des entrées rapides. Donc ça, c'est du fast count. Donc voilà, ça marche très très bien. Ça, on pourrait imaginer de faire du positionnement. Ça, c'est un début de programme pour faire du positionnement, par exemple, d'un routeur solaire. Ça marcherait, ça aussi. Voilà, on verra bien. Bon, maintenant, donc j'ai un deuxième automate Cruiset, puisque il va être dédié à un projet de surveillance de turbine, vous l'avez compris. Là donc c'est le coffret du routeur solaire. J'ai reçu des disjoncteurs parce que j'ai pas fini de tout protéger. Alors aujourd'hui pour le routeur solaire, à combien on est? Il est où le menu? Voilà, il y a un menu routage, donc à 0 parce qu'on consomme 200, il fait pas beau. On consomme 215 watts, 220 watts. La température du cumulus à 50 degrés. J'ai une sonde qui part dans le cumulus, qui va à l'automate pour faire la surveillance parce que je veux surveiller la température de mon cumulus. Comme ça, je coupe quand il est trop chaud. Lui, il me dit qu'il est à 55. C'est normal parce que moi, je prends la température plus bas que lui. Donc, ça stratifie dans le cumulus. Et puis là, j'ai la consigne PWM qui va au relais statique, qui est celui-là, qui a un relais qui gère le zéro crossing. Et puis là, j'ai rajouté température onduleur parce que je vais gérer le Sofar Solar qui est lui à refroidissement passif. Mais en fait, j'ai mis une sonde derrière sur le gros. Il a un gros dissipateur et je vais quand même essayer de gérer avec un ventilateur. Tant que j'y suis, j'ai un automate, autant m'en servir pour augmenter sa durée de vie. Hein. Plus on évacue les calories, mieux c'est pour lui. Malgré que dans mon cellier, il ne fait jamais trop chaud, mais bon, voilà, tant j'ai un automate, j'ai une sonde de température, autant m'en servir. Et puis là, j'ai le Millennium Slim, que pareil, que je vais utiliser, je vous montrerai tout ça. Et puis là, j'ai le switch de Ethernet pour que tout ça communique. Donc j'en suis où au niveau solaire? Voilà, donc j'ai fini d'installer tout ça. C'est sur un tableau, j'ai mis une planche en contreplaqué filmé qui est bien amarrée derrière dans le mur parce que tout ça, ça pèse du poids et je voulais pas mettre tout ça dans le placo. C'est bien mieux d'avoir du bois et puis quelque chose de solide parce que ça, c'est très solide parce que quand on fixe plein d'éléments comme ça, le placo, c'est pas génial. Donc autant mettre une grande plaque, on se fait sa petite install et puis au moins c'est propre et ça tient. Là, j'ai un coffret que j'ai rajouté. Ici, je vais avoir les batteries, donc c'est le bordel, mais là, je vais avoir les batteries, la batterie de 6 kWh, un disjoncteur 100 ampères magnétothermique pour couper le 50 et quelques volts continus, un sectionneur pour couper la batterie aussi. Alors, sectionneur, je le rappelle, n'oubliez jamais, un sectionneur, ça n'a aucun pouvoir de coupure.
Ne faites pas comme je voyais dans l'industrie. J'ai vu trop de gars faire les salauds, là, s'amuser à couper les machines en pleine charge. Ça ne sait pas souffler un arc, un sectionneur. Si vous essayez de couper en pleine charge, vous avez 100, pas 100%, mais vous avez 90% de chance de souder les contacts et après votre sectionneur il est foutu. Donc les constructeurs dans l'industrie, après ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des contacts de pré-coupure à l'intérieur de telle façon que à peine vous commencez à tourner le sectionneur, eh bien le contact de pré-coupure se coupe et on fait tomber le 24 volts, enfin la puissance, on fait tomber le relayage de puissance et du coup, eh bien la puissance elle est coupée par un contacteur et non pas par lui. Mais ça existe hein, des contacts de pré-coupure sur sectionneur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que j'ai des souvenirs que ce genre de truc, j'en ai changé pas combien parce que les gars les cramaient parce qu'ils coupaient tout le temps en charge. Donc après, on a mis des contacts de pré-coupure et on arrivait à plus les cramer. Voilà, donc ça, c'est pas fait pour couper la puissance, contrairement à un magnétothermique. Donc voilà, j'ai mis un coffret, les goulottes, tout ça, ça sera fermé bien évidemment après. La batterie va communiquer donc avec l'onduleur, avec tout ça. Et puis voilà où j'en suis. Donc tout ça c'est à finir, mais j'attends les batteries. Donc tant que j'ai pas les batteries, je finis rien, hein, je laisse le bordel. Donc il y en a un peu partout dans le cellier. mais voilà, j'ai bon espoir de recevoir ma batterie dans pas très longtemps. Mais je vous en reparlerai, bientôt sur la chaîne. Là, je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur un sujet qui me passionne. Moi, c'est l'efficience. Voilà, l'efficacité énergétique. J'ai 2-3 sujets à vous proposer sur ça. Vous verrez, enfin j'espère que ça vous intéressera. Et puis voilà. Allez, je vous fais à tous un gros bisou. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était vraiment technique. Je m'en excuse hein, pour tous ceux qui aiment bien suivre mes vidéos, mais qui ne comprennent rien. Mettez quand même un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le brûlant. Salut!